Bonsoir à tous et bienvenue sur le campus de Grenoble École de Management à Paris pour cette nouvelle conférence du cycle Meet the Expert, un cycle de conférences que pour certains vous connaissez déjà. Donc le concept, c'est chaque mois, environ chaque mois, un enseignant-chercheur de l'école présente une conférence pour partager son expertise autour donc, des sujets principalement d'expertise de GEM. Donc ce soir, avant de présenter Caroline, et qui nous fera donc une conférence sur les nouveaux business models de la transition énergétique en ville, je vais vous présenter les prochaines conférences pour que vous puissiez noter nos rendez-vous, les 2 derniers de l'année, avec un bonus. On en aura 2 au mois de juin. Donc la prochaine conférence, le 15 juin, aura lieu avec Thibaut Dodijos et un invité qui sera Charles-Édouard Girard. Charles-Édouard Girard est président de Guest to Guest. Et Thibaut Dodijos est un enseignant-chercheur de l'école, expert sur les thématiques de l'économie du partage. Donc ça sera une conférence autour de des opportunités et paradoxes de l'économie du partage. Ensuite, le 20 juin, donc comme je vous disais, une conférence particulière également, puisqu'elle sera en anglais avec un professeur de GEM qui est Marc Esposito, et son co-auteur, puisqu'en fait, ils ont écrit un livre au sujet, donc c'est Understanding How the Future Unfolds. C'est autour des grandes tendances et d'un cadre de 5 dimensions qu'ils ont donc mis en place pour pouvoir prédire un petit peu certaines tendances autour de l'économique, le social, les entreprises. Donc ça aura lieu le 20 juin, également à 19h pour les deux sur notre campus. Voilà. Et puis, à l'issue de cette conférence, comme d'habitude, nous nous retrouvons autour d'un petit cocktail. Et nous sommes 2 autres personnes, donc en plus de Caroline Gauthier, pour répondre à vos questions. Isabelle Fitaman pour la relation diplômée et moi-même pour le développement des chaires de recherche à GEM. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc moi, je suis professeure de stratégie. Alors peut-être que pour vous, c'est un nom que vous pratiquez tous les jours, mais ce n'est pas forcément le cas quand on fait une conférence. Donc la stratégie s'intéresse à la vie des organisations et en particulier quelle mission elles se donnent, comment est-ce qu'elles voient leur vision, comment est-ce qu'elles veulent évoluer, quelles activités elles conservent, lesquelles elles cèdent, comment est-ce qu'elles évoluent. Voilà, donc une réflexion qui est souvent assez systémique, qu'on appelle la réflexion stratégique. Et donc il y a beaucoup de recherches qui se font en stratégie. L'idée de la recherche académique, c'est de créer des nouvelles connaissances sur lesquelles on va pouvoir appuyer nos raisonnements. Et j'ai envie de dire que le concept à la mode, l'outil qu'on développe le plus ces derniers temps, ces 10 dernières années, c'est ce qu'on appelle le business model. Alors le business model, du coup, on s'est dit, pour certains, c'est un terme qui est utilisé tous les jours. Pour d'autres, c'est un terme plus compliqué. Et puis en France, parfois, on parle de modèle économique. Donc on a traduit le terme. Et on s'est dit, ce serait intéressant de faire des conférences où on présente ce business model appliqué, enfin ce concept de business model appliqué. Parce que moi, je suis économiste de formation, je fais pas mal de conseils dans les entreprises, j'ai travaillé aussi pour des ministères, je fais des missions diverses, plus les étudiants, la recherche, etc. Et je m'aperçois que cet outil-là, il est très bien pour réfléchir et il est aussi très bien pour mettre en pratique. Du coup, c'était l'intérêt de cette conférence, c'est aussi de partager autour des business models, du concept. Donc, pour vous dire aussi que je suis experte sur les business models, mais je ne suis pas experte en énergie, malgré le titre de la conférence. Mais dans le cadre de 2 commandes, de 2 projets de recherche, j'ai appliqué ce concept de business model à la thématique de la transition énergétique. Et c'est pourquoi ça porte sur les nouveaux business models de la transition énergétique, et qui plus est en ville, puisqu'on a fait une grosse recherche pour l'Agence de développement et maîtrise de l'énergie, donc l'ADEME, sur la transition en ville, transition énergétique en ville. Ça va? Voilà, on part comme ça. Donc, peut-être pour commencer, vous parlez de la définition du business model. Alors, je dis la définition, en fait, il y a beaucoup de définitions des business models. Il y en a peut-être 20. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder les références académiques qui sont citées dans les chapitres de ce livre, parce qu'en fait, on a tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est consigné aussi dans un ouvrage. Vous allez voir qu'on est pas mal de chercheurs à avoir travaillé sur cette thématique. Et il y a bien sûr une partie sur les business models. Donc moi, j'ai pris une définition que je trouve très pratique à utiliser et qui se compose de 4 éléments. Alors ces 4 éléments, quels sont-ils? C'est d'abord se poser la question de qui. Donc le business model, c'est la façon avec laquelle l'entreprise, l'organisation,
va faire du business. Bon, ça, c'est pour parler avec des termes entreprise. Mais maintenant, on peut aussi l'appliquer à des termes d'une association, la façon avec laquelle une association va remplir sa mission, ou la façon avec laquelle une organisation va remplir sa mission. Donc, on peut le mettre dans le cadre du lucratif, comme dans le cadre non lucratif, etc. Et donc, les 4 éléments qu'on peut se poser comme question, ça peut nous permettre de comprendre la rationalité à avancer d'une organisation, les choix stratégiques d'une entreprise. C'est d'abord la question du qui. Ça veut dire, quand je pratique une activité économique, quand je développe une innovation sur le marché, quand je me pose la question de, en tant qu'entreprise, comment est-ce que je peux faire des propositions autour de la transition énergétique, la première question que je vais me poser, enfin la première, en tout cas une question clé que je vais me poser, c'est pour qui je le fais. Alors s'il y a des marketeurs dans la salle, ben ça revient un peu à la cible. Ça veut dire pour qui je travaille, pour qui je vais développer de la valeur. Parce que l'entreprise, l'organisation, se pose la question de la création de valeur. On parle beaucoup comme ça aujourd'hui. On parlait avant de création de produits, de services. Maintenant, on est plutôt dans la valeur. Donc, ce qu'on veut apporter sur le marché, ce qu'on veut apporter de nouveau comme initiative, etc., comme solution, ça s'appelle de la création de valeur. On parle souvent comme ça. Donc, pour qui est-ce que je veux créer de la valeur? Donc, est-ce que je veux le faire pour le consommateur d'électricité finale? Est-ce que je veux le faire pour une collectivité qui me demande un service? Est-ce que je veux le faire pour servir l'humanité, donc avec une vision beaucoup plus globale? Donc voilà, je me pose la question du qui. Et parfois, quand c'est un peu compliqué, je peux avoir des clients qui sont différents des consommateurs, qui sont différents des usagers. Ça veut dire que peut-être que j'ai une commande d'une collectivité pour développer une solution énergétique, mais au bout du compte, ce sera utilisé par des consommateurs finaux. Donc j'ai 2 cibles à prendre en compte. Il faut que je crée de la valeur à la fois pour le donneur d'ordre et puis aussi pour celui qui va consommer finalement. Donc voilà, dans ma rationalité, quand je vais créer de la valeur, je vais penser à tout ça. Le deuxième élément du business model, donc c'était le qui. Le deuxième élément, c'est le quoi. Ça veut dire, OK, je veux créer de la valeur sur le marché, mais qu'est-ce que je vais proposer? Quelle est ma proposition de valeur? Donc là, ça va être un nouveau système pour contrôler la consommation énergétique dans un appartement, ou ça peut être un nouveau bâtiment à énergie positive. Voilà, dépendamment du qui, je vais créer une proposition de valeur qui est différente. Donc ça, dans mon business model, je me pose la question du quoi. Après, je me pose la question du comment. OK, je veux créer cette proposition de valeur, je veux la mettre sur le marché, je veux l'apporter sur le marché. Donc, comment est-ce que je vais faire pour la créer? Est-ce que je peux y aller tout seul? Et si j'y vais tout seul, j'ai peut-être besoin d'un certain nombre d'étapes. Peut-être que d'abord, il faut que j'ai toute une réflexion stratégique, il faut que je fasse de la R&D. Peut-être qu'après, il faut que je fasse des tests, j'ai peut-être une séance de prototypage. Peut-être qu'après, il faut que j'aille chercher des partenaires pour tester sur le terrain, etc. Donc, j'ai peut-être une phase suivante, ce qu'on appelle la chaîne de valeur ou supply chain, souvent dans les entreprises. Donc, cette problématique-là, avec quel partenaire? Donc, ça peut avoir pas mal de couches aussi. Et ça, c'est la question du comment. Comment est-ce que je vais faire pour effectivement créer cette valeur? Donc, comment est-ce que je vais l'organiser? Et puis, la dernière question que je me pose quand je réfléchis en termes de business model, c'est combien? Ça veut dire qu'une fois que j'ai réfléchi à quelle valeur créer et comment la créer, il va falloir que je la capture, que j'ai quelque chose en échange quand je propose sur le marché ou quand je le vends à une collectivité. Donc, comment est-ce que je vais capturer la valeur que j'ai créée pour le marché? Donc ça, c'est le 4e élément. Donc, est-ce que je vends un produit one shot, comme ça, je vends un disjoncteur? Ou est-ce que je vends un disjoncteur, un abonnement à un disjoncteur, et dans ce cas-là, j'ai ce qu'on appelle un système de monétisation, un modèle de facturation qui me permet d'avoir une certaine continuité? Ou est-ce que je vends du service? Voilà, je peux me poser pas mal de questions pour aller capturer la valeur de mes innovations, de mes produits, de mes services, etc. Donc, raconter comme ça, on se dit, bien sûr, c'est évident, d'accord? Mais souvent, on s'aperçoit, moi je travaille pas mal avec les entreprises pour essayer de comprendre quels sont leurs business models, qu'on a une vision assez... Parfois, on oublie certains éléments du business model. Dans certaines entreprises industrielles, par exemple, la question du qui est parfois traitée de façon partielle. D'accord? Donc, se poser vraiment la question du qui de façon large, c'est intéressant quand on pense à des business models qui ont explosé ces dernières années, enfin des entreprises comme, je sais pas, je vais citer Airbnb par exemple, ou Ryanair, donc des entreprises qui ont connu des succès incroyables sur des secteurs qui étaient complètement saturés. Donc pour ceux qui connaissent les stratégies Océan Bleu, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de ça, là,
Voilà, on est sur des océans saturés où il y a des produits, des services, on n'arrive plus à créer une nouvelle demande. Donc on est sur un océan rouge où on ne voit plus rien. Et puis il y a quelqu'un qui a une super idée et qui va arriver avec une innovation qui va créer une révolution sur ce marché-là. C'est ce que Ryanair a fait, par exemple. Et comment est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ont fait une réflexion en termes de business model. Ils se sont dit, le client va arrêter de servir les businessmen et puis les familles aisées, et puis on va les proposer des vols à des gens qui d'habitude ne voyagent pas, d'accord, parce que c'est trop cher. Ou alors on va les proposer des vols à ceux qui d'habitude utilisent le train. Ok. Mais alors pour pouvoir le faire, il va falloir qu'on vende ça pas cher. Donc la question du combien, il va falloir qu'on vraiment aille le capturer avec des billets d'avion pas chers du tout. Donc pour arriver à faire ça, il va falloir qu'on simplifie vraiment la façon de proposer de la valeur. Donc on va proposer une valeur très réduite par rapport à Air France, par exemple, ou KLM. Donc au lieu d'avoir des super hubs à Charles de Gaulle et toute une flotte d'avions et de proposer du café gratuitement dans nos vols et du champagne, etc., on va proposer des vols secs. Bon, c'est peut-être un peu moins agréable, mais pour 39 €, je fais un Paris-Nice, ou même 19 €, alors qu'avant, ça me coûtait 150 €. J'exagère un peu, mais voilà. Donc voilà, donc je me pose ces questions de, je peux peut-être aller chercher de nouveaux clients, je peux peut-être faire une proposition de valeur différente, alors que c'était des concurrents qui proposaient tous à peu près la même chose. Je peux faire autrement, ça veut dire qu'au lieu d'avoir des hubs à Roissy, je vais aller investir Beauvais, ok, donc je vais en fait aller récupérer des sous autrement, des subventions publiques, donc ça va être dans mon système de monétisation. Je vais développer des aéroports secondaires et du coup je vais payer moins cher des taxes, mais du coup je vais être tellement attractif qu'il y a des consommateurs qui vont être prêts à aller jusqu'à Beauvais pour aller chercher leur avion. Et puis du coup, je ne peux pas avoir tous ces avions, donc je vais les louer, ou en posséder peu. Je vais les faire tourner beaucoup plus, je vais avoir un personnel beaucoup plus flexible, etc. etc. Donc se poser ces questions, c'est ce qui permet aussi d'avoir des nouvelles idées de business. Et du coup, dans une école comme Grenoble École de Management, apporter cet outil aux étudiants, d'ailleurs parfois ils le manipulent déjà dans les entreprises, ça permet vraiment de se poser la question, si je décortique ce qui se passe, quand je fais une analyse stratégique de l'entreprise, au-delà de la SWOT habituelle, des outils qu'on a, de la BCG, etc., si vraiment je me pose la question à tenter une image du business de l'entreprise, et je me pose la question de qu'est-ce qui constitue son business model, ça va être assez intéressant de me dire, je peux peut-être aller chercher de nouveaux qui, et développer de nouveaux quoi, et autrement, etc. etc. D'accord? Et puis bon, je développe juste le transport aérien, mais on pourrait faire pareil avec l'hôtellerie, avec Airbnb, ou la location de voitures avec Drivey, ou etc. etc. Donc voilà, donc du coup, c'est assez intéressant de se poser la question de ces 4 éléments. Et ce que j'aime bien aussi dans cette approche, c'est que souvent on se dit oui, la transition énergétique, il faut que les entreprises y aillent, il faut que les collectivités le décident, il faut que le consommateur, on l'éduque pour qu'il ait envie de consommer mieux, consommer moins, etc. Mais en fait, avec cette approche-là, on se pose la question de la rationalité de l'acteur économique. Ça veut dire chaque personne qui participe à la création d'une nouvelle solution ou qui achète une nouvelle solution énergétique, par exemple, est-ce que c'est bien rationnel pour lui, quoi? Est-ce que c'est la proposition de valeur qu'il souhaite mettre sur le marché ou qu'il souhaite acheter quand il est consommateur? Est-ce qu'on le vend bien à la personne pour laquelle on a développé la solution? Est-ce qu'on a les bons partenaires? Est-ce qu'on récupère bien simplement la vente de nos produits ou peut-être même un profit? Donc voilà, se poser cette question, ça permet vraiment d'être au cœur de la rationalité. Et les modèles avant de rationalité étaient peut-être un peu plus simples que ça. Des analyses coût-bénéfice, des maximisations de fonctions de profit comme on voit en microéconomie. Donc là, on a un outil très pragmatique et c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de le diffuser et puis aussi de le remettre en question parce que aujourd'hui, c'est un outil très économique. Ça veut dire que ce qu'on appelle monétiser la proposition de valeur, on réfléchit surtout en termes d'euros, par exemple, mais on peut se dire que la valeur qu'on crée, elle peut avoir plein d'autres sens qu'une valeur économique. On y reviendra. Voilà, donc ça, c'est pour cela que cette perspective des business models, dans le cadre de la transition énergétique, c'est intéressant. Ce n'est pas l'État qui dit à la loi sur la transition énergétique, alors on va y aller. C'est OK, il y a cette loi, alors chaque acteur, qu'est-ce qu'il peut faire? Et puis, est-ce qu'il va y aller ou pas y aller? Parce que ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup d'être sur ce business-là. Voilà. Alors, du coup, dans le cadre de la transition énergétique, moi, j'ai participé à 2 projets. Le projet Nexus,
où là, on s'est posé la question du business model des acteurs d'écoquartiers en France. Donc on s'est posé la question, enfin on s'est posé plein de questions, hein, aussi la politique, la sociologie, plein de choses. Mais moi, je m'occupais de la partie business model. Et puis une autre commande, c'est pour la revue académique qui s'appelle Entreprises et Histoire, qui en fait essaye de comprendre les entreprises d'aujourd'hui à travers une chronologie historique, donc une perspective un peu différente de celle habituelle. Et là, on a regardé avec une collègue qui a vécu longtemps aux Pays-Bas, une collègue de GEM, Anne-Lorraine Vernet, le secteur électrique aux Pays-Bas, et on s'est aperçu que dans le cadre de l'application de la transition énergétique, il se passait des choses drôlement intéressantes. Et en le faisant à travers le prisme des business models, on avait plein de choses à raconter. Donc voilà, c'est ce que je veux vous présenter en essayant de ne pas être... voilà. Donc là, le premier projet, donc, qui s'appelle Nexus, donc c'est un gros projet financé par l'ADEME avec l'Université Grenoble-Alpes, avec différents laboratoires, le CNRS, le CEA, etc. Donc on est un ensemble de chercheurs, chacun avec sa thématique, et puis aussi des ingénieurs. Donc il y en a qui se sont posé la question des énergies renouvelables avec vraiment une vision technique, d'autres qui se sont posé la question avec une vision plus urbanistique, d'autres géographique, d'autres sociologique, et que c'était politique, etc. Et nous, on arrivait avec la partie stratégie. Donc, et voilà. Et ce qu'on a essayé de faire ensemble, c'est de réfléchir à des scénarios de transition énergétique. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer en France? Bon, on essaie toujours de généraliser quand on est chercheur, mais c'est quand même à partir de données françaises. Et puis, on a pris un horizon différent de celui qui est habituellement utilisé pour décaler un peu la réflexion. Et puis, peut-être qu'on n'a pas tout traité, mais on a aussi apporté des éléments nouveaux par rapport à d'autres scénarios qui ont été faits par d'autres équipes de chercheurs ou de techniciens sur ces thématiques. Donc, voilà, donc nos écoquartiers, peut-être que vous les connaissez. La caserne de Bonne à Grenoble, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à part Isabelle et Delphine? Ouais, vous connaissez? Ok. Et c'est un quartier où vous aimez aller? Ah d'accord, super. Alors il y aura peut-être des témoignages en plus en live juste après. Et l'autre écoquartier, c'est Issy-Grid, que peut-être vous fréquentez plus facilement ici, puisque c'est à Issy-les-Moulineaux, donc tout près d'ici. Qui est présenté comme le premier réseau de quartiers intelligents avec des smart grids, etc., où il y a eu aussi pas mal d'innovations, un laboratoire intéressant qui s'est déroulé ces dernières années. Et donc la question qu'on se posait, c'est comment se construisent des écoquartiers. Donc nous, on est toujours dans cette vision de la transition énergétique. Qu'est-ce qui se passe pour les acteurs? Comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions? Et puis, est-ce qu'on va dans le bon sens? Et ce qu'on cherche aussi à identifier, c'est quelles sont les innovations qui répondent le plus aux attentes de la transition énergétique. Parce qu'on a quand même des contraintes en pourcentage d'énergie renouvelable à installer dans l'énergie globale, en progression, en performance, etc. Donc, voilà, on s'est posé la question des acteurs dans ces deux types d'écoquartiers. Et ce qui est intéressant déjà, postulat de base, c'est que dans ces deux quartiers, le décideur, celui qui a l'idée le projet, ce sont des acteurs qui sont complètement différents. Pour la caserne de Bonne à Grenoble, c'est la mairie qui en fait était décideur et leader, et en plus portée par une personne de la mairie qui est quelqu'un de très engagé, qui a vraiment tiré le projet tout du long, et donc forcément, à quelque part, peut-être une certaine inflexion sur les choix qui ont été faits et les acteurs qui, du coup, sont entrés dans ce projet-là. Alors que pour Issy-Grid, on va voir que l'acteur clé, ça a été Bouygues, le groupe Bouygues. Donc là, on est sur un grand groupe où, en fait, la rationalité est décalée, d'accord? Parce que la mission d'une grande organisation, c'est peut-être d'abord de servir l'économie du futur, etc. Enfin, en tout cas, d'avoir une certaine rentabilité. L'attente d'une collectivité est bien différente, d'accord? Donc, on part déjà avec des leaders qui sont différents et on sent déjà que les impacts pour les scénarios vont être très forts. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du coup, comme nous, on a voulu regarder pour chacun des acteurs de ces écoquartiers, quel était le business model qu'il avait développé pour participer à la construction de cet écoquartier, on a commencé par faire la liste de tous les acteurs qui étaient dans l'écoquartier, qui avaient participé. Donc, on a des collectivités, des architectes, des promoteurs, des bailleurs sociaux, fournisseurs d'énergie, entreprises de construction, entreprises de simulation énergétique, etc., etc. Donc, on a un certain nombre d'acteurs, donc on les a listés, et puis après, on est allé les rencontrer un par un, et on leur a posé la question du business model.
Donc, ça prend pas mal de temps parce que arriver à tout décortiquer, souvent en général, une entreprise, une organisation a plusieurs business models, ce qu'on appelle un portefeuille. Et donc, voilà. Et puis se poser la question aussi, il y a eu peut-être un business model au départ, mais il a évolué pour arriver à une solution qui marchait bien. Et ça, c'est très intéressant sur ces deux sites-là, parce que comme ce sont des sites d'innovation complète, enfin, quasiment complète, en fait, on s'aperçoit que les acteurs, ils ont fait évoluer leur business model. Ça veut dire que par rapport à ce qu'ils pensaient faire au départ, leurs cibles n'ont peut-être pas trop évolué, mais les propositions de valeur ont évolué et la façon d'aller créer de la valeur a évolué aussi. Et puis peut-être aussi que la valeur qu'ils ont récupérée au bout du compte n'était pas celle qu'ils escomptaient au départ. Mais on va voir ça. Je ne vais pas tout détailler, mais en gros, ce dont on s'aperçoit, parce que nous, on cherche quand même toujours à identifier les solutions qui servent le plus la transition énergétique, c'est qu'il y a des acteurs finalement qui ont créé des business models spécifiques pour ces projets d'écoquartier, mais en fait en faisant comme d'habitude, ce qu'on appelle business as usual. Ça veut dire que ils ont simplement dit, ok, moi de toute façon je suis un promoteur immobilier, je crée des immeubles en fonction d'un cahier des charges, on veut faire un immeuble HQE, ce ne sera pas le premier, donc j'y vais, et puis je rajoute simplement à mon portefeuille d'offres habituelles ce nouveau bâtiment. D'accord ? Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de modification de business model, c'est simplement un produit nouveau, un service nouveau, mais en plus de ceux qui existaient déjà. Et en fait, on s'aperçoit qu'en termes d'innovation pour la transition énergétique, ce n'est pas passé grand-chose dans ce cas-là. Ça veut dire qu'on n'était pas sur des solutions très innovantes, on était sur de la réplication de solutions existantes. Maintenant, deuxième cas, on a eu des acteurs qui, en fait, ont fait évoluer certaines parties de leur business model. En particulier, sur le site de la caserne de Bonn, il y a l'immeuble Bonn Énergie. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un immeuble un peu sur pilotis, qui est un immeuble à énergie positive, donc qui fabrique plus d'énergie que ce dont il a besoin. D'accord ? Et en fait, l'architecte, j'ai discuté longtemps avec l'architecte qui a dessiné les plans de ce bâtiment-là. En fait, il a travaillé complètement différemment sur le comment de son business model. Ça veut dire que d'habitude, il avait ce qu'on appelle des économistes de la construction, il travaillait avec eux. Et là, pour une fois, il s'est associé avec une entreprise de simulation énergétique. Et à chaque fois qu'il faisait un petit peu bouger sa proposition de valeur, qu'il essayait de proposer une solution un petit peu différente, en fait, il y avait une simulation énergétique qui était faite, et donc on cherchait toujours à optimiser, d'un point de vue de l'efficacité énergétique, ce qui se passait. Et du coup, la solution qui a été mise en place, donc la proposition de valeur, a été différente, sans radicalement changer le combien, par exemple, ou le qui dans le business model. Et donc, il y a eu des innovations intéressantes simplement en bougeant certains éléments. Et puis, troisième cas, alors là, c'est peut-être à EasyGrid qu'on a eu le cas le plus révolutionnaire, j'ai envie de dire. On a eu des acteurs qui se sont posés la question de faire bouger tous les éléments du business model. Et c'est ce qui s'est passé, enfin moi, c'est comme ça que je l'analyse. En fait, je vais peut-être je crois que j'ai un slide voilà, qui explique tout ça. En fait, Bouygues Immobilier, parce que là, on est sur des entreprises qui vont essayer en fait de proposer des solutions énergétiques, mais qui sont un peu sur une vitrine. D'accord ? Donc, se poser la question il faut vraiment qu'on propose quelque chose de radicalement innovant, d'hyper efficace, de brillant, qui nous permettra d'aller vers des marchés futurs, d'être leader sur des marchés futurs. Donc, Bouygues Immobilier s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Enfin, je ne sais pas s'ils se le sont dit de façon aussi concrète dès le départ, mais au bout du compte, c'est ce à quoi ils sont arrivés. On va essayer de réfléchir à la smart grid technologique standard, ce qu'on pourrait répliquer après dans plein de projets comme ça d'écoquartiers. Et pour faire ça, on ne va pas y aller tout seul, on va dès le départ s'associer aux plus grands, parce que comme ça, quand il y aura un prochain projet, ces plus grands, ils auront le réflexe de travailler avec nous et on aura déjà avancé ensemble vers une solution. Donc ils ont travaillé un business model collectif, ce qui est assez intéressant parce que souvent l'entreprise, on se pose la question à 1, 2, mais là on est vraiment sur un collectif d'acteurs. Et donc ils sont allés chercher Alstom, EDF, RDF, Schneider Electric aussi pour tout ce qui est la réflexion sur les solutions technologiques. Et puis ils ont dès le départ réfléchi à quand même un des grands enjeux de demain, à savoir la gestion des big data. Puisque on est là dans un réseau intelligent, ce qu'on va chercher, c'est aussi à générer des données à travers les consommations, par exemple, des habitants, des usagers de ces projets-là.
Et donc, ces données, aujourd'hui, on n'a pas le droit trop de les utiliser parce qu'on a pas mal de lois qui nous contraignent, etc. Mais probablement, ça va évoluer, il va y avoir peut-être de la dérégulation. Et donc, demain, ce qui va être très créateur de valeur, ça va être d'analyser ces données et de revendre, en fait, ces résultats-là. Donc, tout de suite, ils se sont associés avec Microsoft, ils se sont même associés avec Google dans un second temps, pour intégrer dès le départ ces problématiques de données. Et ensemble, ils ont développé une smart grid commune, une solution qui pourrait être réplicable éventuellement demain dans d'autres projets et qu'ils ont appliqué au cas d'EasyGrid. Et qui là, d'un point de vue énergétique, si après tous les usagers l'utilisent bien, est très efficace. Donc, d'un point de vue de la transition énergétique, une proposition de valeur qui a son poids. D'accord ? Et donc, c'est intéressant parce que c'est très innovant et aussi parce qu'eux, ils ont posé les jalons pour demain. Ça veut dire que demain, on va construire un écoquartier à Shanghai, on va construire un écoquartier à Abu Dhabi. Ils ont déjà une smart grid qui est prête. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas évoluer, mais ça veut dire que le business model, on voit un peu comment il peut fonctionner. Voilà, donc ça, c'est ce qui s'est passé dans ce premier projet. On a regardé tout ça et puis on y a après associé une réflexion sur comment est-ce que les acteurs s'organisent. Donc ça, c'est un autre collègue qui l'a fait, sur les enjeux politiques. Enfin, il y a plein d'autres réflexions qui ont été ajoutées pour construire les scénarios. Mais en tout cas, du point de vue du business model, ce qui a été intéressant de regarder, c'est les jeux des acteurs, parce qu'évidemment, quand il y a un projet d'écoquartier, si on regarde la perspective des business models, les acteurs qui restent dans le projet sont les acteurs pour lesquels il y a bien une création de valeur possible et une capture de la valeur possible. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a peut-être des petits acteurs ou des gros acteurs qui au début étaient intéressés par l'écoquartier et qui finalement ne sont pas restés dans le projet parce qu'ils se disaient que ce ne sera pas rentable. Donc il y a un jeu d'acteurs ici, une sorte de construction d'écosystème qui est intéressante à regarder. Après, du fait qu'il y ait eu des projets collectifs, on voit là qu'il y a un rôle d'acteur pivot qui va se poser dans les suites de la transition énergétique, qui se pose déjà, et ce n'est pas forcément l'État, ce n'est pas forcément la collectivité, ça peut être aussi une grande entreprise, un grand groupe, qui finalement dessine la smart grid techno de demain. Et dépendamment de qui va avoir le pouvoir pour construire les écoquartiers demain, on sent ici qu'il peut y avoir des acteurs qui tirent plus ou moins la couverture à eux et que ça peut fortement dessiner le paysage énergétique de demain. Donc la question du pouvoir se pose, et du coup, quand on a construit nos scénarios, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si c'est l'État, finalement, qui reste l'acteur dominant dans les choix énergétiques? Qu'est-ce qui se passe si on délocalise ce pouvoir-là? Si ce sont les grandes entreprises qui s'en saisissent, qui réussissent à le récupérer, parce que, étant donné les dettes des États, c'est peut-être intéressant de le déléguer, mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'on arriverait bien aux solutions énergétiques optimales? Ou des coopératives, de plus en plus, on voit des acteurs consommateurs, producteurs de leur propre consommation, éventuellement revendeurs. Donc, des coopératives d'habitants. On peut se poser la question avec des échelles différentes de qu'est-ce qui se passerait si finalement c'était beaucoup plus local, ces décisions de production d'électricité, et beaucoup plus dans la main des citoyens. Donc voilà, c'est ce qu'on a construit avec ces 4 scénarios grâce à ces problématiques-là. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on a fait des films. Après en fait, l'ADEME nous a demandé de beaucoup communiquer sur ce projet-là. Donc il y a le livre, il y a un site, il y a pas mal de choses qui existent. Et là, je vais vous montrer un des films qu'on a fait, qui est assez court. Et vous verrez après vous pourrez, si vous avez envie, aller voir les autres films sur le site dont je vais vous donner le lien juste après. Il n'y a plus de doute. La transition énergétique est devenue une nécessité à l'échelle de la planète. Les énergies renouvelables vont remplacer les ressources fossiles, pétrole, charbon et gaz, qui sont limitées, polluantes et cause de dérèglements climatiques. Il ne s'agit pas simplement de changer de carburant, mais de changer de moteur. Partout, des initiatives émergent. Bâtiments à énergie positive, centrales solaires de villages, écoquartiers, villes intelligentes. C'est le moment d'en tirer les leçons pour réussir la mutation dont nous avons besoin. Mais en quoi consistera cette mutation ? Et comment va-t-elle s'opérer dans les villes qui abriteront en 2040 une grande majorité des habitants de la planète ? Pour répondre à ces questions,
Commençons par envisager une série d'hypothèses. La demande de chauffage baissera du fait du changement climatique et de la rénovation thermique des bâtiments. A l'inverse, le besoin de rafraîchissement augmentera en été. Dans la lignée de l'accord de Paris, les États fixeront des objectifs de plus en plus ambitieux en matière d'énergie renouvelable. La part des énergies renouvelables dans le mix électrique augmentera sensiblement. Le potentiel d'autoconsommation, à l'échelle d'un bâtiment ou d'un morceau de ville, augmentera très nettement. La production marchande d'électricité sera fragilisée par des prix très bas pendant les nombreuses périodes d'excédent de production solaire et éolienne. Ces hypothèses ont permis aux chercheurs du projet Nexus de dessiner 4 scénarios de transition fondés sur un principe. Le futur énergétique des villes dépend d'abord des acteurs qui le prendront en main. Chaque scénario correspond donc à un acteur pivot. Que se passerait-il si les grandes entreprises géraient des quartiers entiers? Ou si des coopératives de consommateurs échangeaient de l'énergie et mutualisaient des productions? Ou bien si les collectivités locales supervisaient la production et l'approvisionnement? Ou enfin si l'État reprenait la main dans tous les domaines d'action? Ces différents scénarios aideront à la réflexion des acteurs engagés dans la transition énergétique urbaine. La réalité de 2040 ressemblera probablement à une combinaison des 4. Ce sont en effet les relations entre ces acteurs qui détermineront les investissements, les technologies et leur échelle géographique, et finalement la balance entre inégalité et vivre ensemble. C'est en pensant à ces acteurs que nous avons élaboré les 4 scénarios de transition énergétique. Parce qu'une ville et ses réseaux se transforment en fonction de choix politiques et pas seulement de solutions technologiques. Voilà, donc, pour en savoir plus, donc cet ouvrage, on a fait des articles académiques aussi, donc pour creuser la création de connaissances autour de tout ça. Enfin, je vous invite à regarder le site qui reprend tout ça et qui présente les autres vidéos. Alors, je vais parler du deuxième projet, cette fois-ci une perspective historique sur la transition énergétique en Hollande. Alors, en fait, voilà, le secteur énergétique, traditionnellement, il était plutôt dans les pays européens, occidentaux, industrialisés, relativement mature, relativement stable. Je parle avant les lois sur la transition énergétique. Et en général dominé par des oligopoles. Un oligopole, ça veut dire quelques entreprises pour des raisons d'efficacité, parce que ça permet de faire des économies d'échelle. On est dans l'économie des réseaux, donc c'est très lourd d'installer des infrastructures. Donc on a besoin au départ de financement public, etc. Donc finalement, quelques entreprises, alors on pense à EDF, on pense à GDF, on pense à des entreprises comme ça qui se sont occupées de la fourniture énergétique pendant un grand nombre d'années et avec des résultats tout à fait performants. Donc là, on était plutôt sur des business models pour garder cette perspective traditionnelle. Ça veut dire le qui, c'est on va servir toute la population de façon indifférenciée. La monétisation, de toute façon, le prix, il est tarifé. Et puis, il y a une partie qui va être payée par des subventions publiques. Donc, on n'est pas vraiment dans une rationalité au sens il faut que le marché nous apporte la capture de la valeur qui correspond à la création de notre valeur. Et puis, avec des contrats de long terme, avec des fournisseurs, etc. Il y a 2 événements qui sont venus perturber ce secteur de l'énergie, et c'est valable aux Pays-Bas, mais c'est valable aussi en France. C'est d'une part une libéralisation du secteur poussée par des directives de la Commission européenne, c'est-à-dire qu'il y a eu cette volonté de faire évoluer le secteur, parce qu'on s'aperçoit que quand on crée une certaine compétition, en général, ça permet de créer des innovations, et donc d'aller chercher des nouvelles propositions en termes de solutions énergétiques qui sont peut-être plus efficaces, peut-être moins coûteuses, qui sont nouvelles, enfin permettent d'accélérer l'innovation. Donc il y a eu différentes directives à différents moments, et puis il y a eu la signature du protocole de Kyoto, et dépendamment des pays, dans les pays, des objectifs avec des mises en application par des lois sur la transition énergétique, Energy Transiti, ça s'appelle en Hollande, avec des objectifs qui sont quand même assez forts. Et en fait, quand on regarde en Hollande ce qui s'est passé, alors pourquoi la Hollande ? La Hollande, c'est un petit pays où les acteurs sont relativement pas trop nombreux,
et où ils sont assez pionniers par rapport à la transition énergétique. Donc on s'est dit, c'est intéressant de regarder parce que finalement on peut interroger quasiment tous les acteurs, en tout cas les acteurs de départ. On peut regarder ce qui se passe dans les startups. On avait un accès facilité parce que ma collègue a travaillé longtemps en Hollande sur l'énergie. Et puis donc on s'est dit, et puis ils ont été assez innovants, assez rapides pour développer de multiples initiatives en termes dans le secteur de l'électricité. Donc du coup, on s'est dit, on va regarder ce secteur de l'électricité et on va regarder ce qui s'est passé depuis la dérégulation du secteur. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ce qu'on a mis en évidence en particulier, c'est que ce fameux paradigme de l'économie du partage dont on entend tant parler, la ubérisation, Airbnb, Blablacar, etc., c'est ce qui s'est passé dans le secteur de la transition énergétique, dans le secteur de l'énergie, de l'électricité en Hollande. Ça veut dire que sur un secteur pour lequel il y avait des gros business models bien installés avec des gros réseaux, etc., finalement, on en est arrivé à des solutions de partage qui sont des solutions souvent beaucoup plus faciles à mettre en œuvre, où des actifs qui sont sous-utilisés, on les remet sur le marché, où on échange avec son voisin. Donc finalement, des business models qui sont complètement différents. Et c'est ce qu'on a essayé de... C'est ce dont on s'est aperçu en regardant le secteur. Et du coup, on a essayé de comprendre, une fois qu'on a vu qu'on parlait de plus en plus de partage, on a essayé d'identifier les différents business models de partage qui se dessinaient, les différents acteurs qui participaient à cette transition énergétique. On s'est aperçu, en fait, donc le partage, c'est un modèle économique fondé sur le partage, ok, super. Le troc, donc ça peut être aussi je donne quelque chose contre quelque chose sans passer par une monnaie. L'échange, d'accord, la location de produits de services. Et en fait, c'est l'idée d'avoir accès à des actifs sans en être propriétaire. Donc, de la même façon, pour les business models, il y a 20 définitions. Pour l'économie du partage, il y en a 20 aussi. Celle-là, c'est pareil, elle est assez pratique. Et puis, il y a la notion de peer-to-peer, ça veut dire entre individus équivalents, entre acteurs économiques équivalents, on peut échanger alors qu'avant, parce que le secteur n'était pas dérégulé, etc., on ne pouvait pas forcément le faire. Et quand on regarde ce qui se passe en Hollande, donc au départ, on avait des grosses entreprises qui géraient ce secteur de l'électricité. On s'aperçoit que quand ils ont commencé à déréguler, il y a eu des petits producteurs, il y a eu une foule de petits acteurs qui se sont dit « mais nous, on va s'y mettre à produire de l'électricité ». D'accord ? Donc, je vais mettre une éolienne dans mon jardin et puis je vais produire ma propre électricité. Ou peut-être qu'on pourrait créer des fermes solaires, ou plutôt des fermes d'énergie éolienne en Hollande, parce qu'ils sont plus sur ces énergies-là. Donc il y a des petits producteurs qui ont commencé à réagir. Donc on a vu comme ça des pop-up, diverses initiatives qui se sont développées. Et au départ, ça partait plutôt de la part d'individus qui voulaient produire de l'énergie. Et après, il y a eu tout un mouvement, quelques années plus tard, où on s'est dit, mais c'est le citoyen qui doit fabriquer son électricité, il faut qu'il reprenne le pouvoir. Puisqu'avant, c'était des grosses entreprises, il n'avait pas le choix, il avait E.ON ou Van de Bron qui lui vendait son énergie à tel prix et en telle quantité, et une seule façon d'avoir accès à cette électricité. Cette fois-ci, le consommateur, il peut peut-être prendre un peu le pouvoir, quoi. Et peut-être il peut produire sa propre électricité, peut-être qu'il peut la revendre. Et voilà. Et donc, il y a eu cette tentative, ces mouvements citoyens qui mettaient un peu le consommateur au milieu du système. Et puis, tout ça, ça a fait évoluer le système. On s'est aperçu que dans les acteurs, il y a ceux qui partagent l'électricité qui est produite. Il y a aussi ceux qui vont partager le capital. Ça veut dire que se sont montées des entreprises qui proposaient d'acheter une éolienne à plusieurs. Donc, cette fois-ci, on est sur un montage financier. Donc, la proposition de valeur, c'est je viens récupérer vos sous et en échange, on fabrique de l'énergie et puis on va la revendre ensemble. Donc là, on est sur du partage de capital. Il y a des partages d'accès au marché, ça veut dire qu'on va créer des coopératives, on va acheter de l'électricité et puis on va la revendre. Donc, d'autres formes en fait, de business model, d'autres formes de propositions de valeur, etc., etc. Et tout ça, ça fait que, comme d'habitude, dans un nouveau champ, il y a plein de nouvelles initiatives et puis il y en a qui vont disparaître, quasiment toutes vont évoluer et puis il va y avoir un nouvel écosystème qui va se former avec toujours des gros acteurs qui en fait vont se faire challenger. Hein. Donc au début, ils se disent « ouais, non, mais c'est quelques producteurs locaux qui vont fabriquer de l'électricité, et nous, on a un réseau incroyable, on vend l'électricité à un prix très bas. Donc il y a peu de chances que finalement on nous prenne une part de marché trop importante. »
Mais en fait, on s'aperçoit que finalement, aussi l'évolution des envies des consommateurs, etc., font qu'il y a de la place aussi pour des petits acteurs. Et donc, classiquement, quand il y a des nouveaux entrants sur un secteur avec des business models radicalement différents, les entreprises en place ne bougent pas forcément très vite. Les entreprises traditionnelles, assez grosses, ne bougent pas forcément très vite. Mais au bout d'un moment, elles se mettent elles-mêmes à se dire, finalement, ces nouveaux business models, peut-être que nous aussi, il faut qu'on en développe. Et ça, c'est le signe qu'on est dans une réelle évolution du système économique. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Von de Braun, par exemple, a créé ces startups qui vont aussi essayer de développer des solutions d'économie du partage. Donc, on a des énergéticiens historiques qui se mettent aussi à faire du partage. Donc, on a une évolution du secteur énergétique, on a une évolution du secteur de l'électricité en Hollande pour aller vers la transition énergétique, enfin, dans le cadre de la transition énergétique, qui passe beaucoup par cette économie du partage et de façon croissante. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que l'électricité, on s'en fiche, quoi. Du produit d'électricité, 1 kWh, ça ne représente rien pour nous. Qu'il soit vert, qu'il soit rouge, ça ne change rien. D'accord ? Ce n'est pas pareil qu'une baguette de pain, celle de la boulangerie en haut, n'a pas le même goût que celle de la boulangerie en bas. Donc c'est un produit c'est ce qu'on appelle un low interest product, un produit qui n'a aucun intérêt en soi. C'est juste l'utilisation qu'on en fait. Et du coup, on s'aperçoit que même pour des produits comme ça, très indifférenciés, le partage peut être une solution pour aller vers la transition énergétique. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là en insistant à nouveau sur cet outil business model. Donc, ce nouvel outil, c'est un outil formidable en fait pour analyser l'évolution du secteur. J'ai parlé du trafic aérien, j'ai parlé de l'énergie. On pourrait faire pareil dans le monde de l'industrie musicale. On pourrait faire pareil dans le monde de l'industrie de l'hôtellerie avec l'arrivée d'Airbnb, etc., etc. Donc, intéressant aussi de se poser la question dans le cadre de vos organisations. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de business model ? Quel était le business model dominant ? Quels sont les nouveaux business models et jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Et en fait, souvent, l'innovation de demain, c'est un business model qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Quand Google décide de faire des voitures, donc une proposition de valeur qui n'a plus rien à voir, on a l'impression quasiment avec le numérique, enfin leur spécialité, leur super algorithme de recherche ultra performant, c'est vraiment aller chercher une proposition de valeur qui est très très loin de ce qu'ils savent faire. Et pourtant, ils vont le faire, et pourtant, probablement, ils vont gagner des parts de marché sur des industries traditionnelles où il y a des constructeurs, la Ford, Toyota, etc., qui sont installés depuis très longtemps, qui ont une expertise incroyable, qui investissent dans la R&D. Et là, bien sûr, Google investit dans la R&D, mais ce n'est pas seulement de la R&D, c'est aussi de la réflexion stratégique. Et c'est grâce, entre autres, au business model qu'on est capable de le faire. Et puis, ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est pour ça que j'ai envie d'insister sur les business models, c'est que ça permet de comprendre la rationalité de chaque acteur économique. Et même, j'ai envie de dire, nous, en tant que consommateurs, et quand on fait des choix, on peut se poser la question comme ça. Qu'est-ce que ça crée comme valeur pour moi ? Combien je suis prêt à le payer ? Comment est-ce qu'elle est arrivée jusqu'à moi, cette valeur ? Et est-ce que j'étais bien dans la cible ? Donc voilà. Et puis, quand on fait partie d'une association, on peut aussi utiliser ça. Donc la valeur, la créer, elle n'est peut-être pas associative. C'est peut-être faire du sens pour la collectivité. C'est peut-être créer de la réputation. Enfin, ça peut avoir différents types. Et ça, je pense que les prochaines recherches en tout cas, que moi j'ai envie de faire, c'est là-dessus. C'est la valeur créée, elle n'est pas qu'économique. On peut se poser plein de questions sur la profondeur de ces valeurs et les dimensions de ces valeurs-là. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et je vous remercie, vous avez été très sages, plus sages que des étudiants. Et pour que vous sachiez, vous savez qu'il y a des MOOC, c'est la mode des MOOC, donc apprentissage à distance gratuit, accessible à tous. On peut même avoir un diplôme de Harvard, paraît-il, si on fait ça bien. Et GEM vient de faire démarrer un MOOC sur les nouvelles énergies qui s'appelle New Energy Technologies. Donc vous avez l'adresse dans les slides, je pense que Delphine vous les enverra. Et donc vous pouvez, chez vous le soir, devenir, je ne dirais pas des experts en énergie, pour avoir fait le MOOC, je ne me sens toujours pas experte en énergie, mais apprendre plein de choses. Il y a beaucoup d'experts qui interviennent. Et voilà, donc il y a celui-là, et après il y a plein d'autres MOOC qui existent, qui sont créés par l'école. Il n'y a pas longtemps, j'en ai suivi un sur la géopolitique et la gastronomie, donc autant vous dire que c'était assez passionnant, et peut-être très loin de mes problématiques classiques, mais j'avais envie d'apprendre plein de choses. Donc voilà, donc, à suivre aussi des MOOC sur ces questions-là. Eh ben, je vous remercie. Succinctement, les 4 scénarios de transition énergétique en ville qui se dégagent du livre.
Je repasse au slide où on posait la question des 4 acteurs, parce que en fait les scénarios sont construits là-dessus. Alors c'est là. Donc tac. Comment est-ce qu'ils sont construits? À chaque fois, on s'est posé la question de quel était l'acteur dominant. Donc quand j'ai parlé d'e-Grid, clairement, on est sur un acteur dominant qui est les grandes entreprises. Et donc, on se pose la question, si on laisse finalement le pouvoir, entre guillemets, de la décision énergétique aux grandes entreprises, parce que ça coûte moins cher, parce que peut-être c'est plus efficace, etc., comment est-ce que ça va transformer nos villes? Quelles sont les solutions qui vont être adoptées? Parce que là, on va être peut-être dans une logique de création de valeur économique. Si maintenant, on laisse la main aux coopératives, là, on est peut-être dans des solutions où ce qui compte, c'est de faire sens pour une communauté. Donc, on va être beaucoup plus dans de l'énergie locale, donc des solutions plus délocalisées probablement. Donc, c'est comme ça qu'on a construit les scénarios. Le scénario État, donc là, cette fois-ci, on est finalement, on va peut-être, ce serait on continuera à avoir un État fort en termes de décision énergétique, comme on l'avait avant, quand on parlait du secteur énergétique stable et mature. Et du coup, c'est probablement, on aurait une réplication de certaines solutions adoptées pour des territoires particuliers, pour des questions d'économie d'échelle. Et donc, on arriverait sûrement à des solutions énergétiques qui ne seraient pas les mêmes que si ce sont des citoyens qui s'emparent de la question, ou des grandes entreprises qui, elles aussi, vont être dans une forme d'optimisation qui sera encore différente, qui sera peut-être pas je vais faire une commande de 30 000 solutions qui se ressemblent, ce que pourrait faire un État, mais qui sera peut-être plus, moi je vais essayer d'optimiser mes fournisseurs, l'énergie, je vais penser au business model de demain, je vais essayer de créer des effets de cliquet pour que les consommateurs d'aujourd'hui restent mes consommateurs demain, même s'il y a de la concurrence. Donc je vais créer des abonnements, je vais créer des propositions qui font qu'il va falloir peut-être consommer des accessoires qui vont en plus des solutions, etc. Si on est dans le 4e scénario dont je n'ai pas encore parlé, qui sont les collectivités locales, là, on est peut-être dans un intermédiaire entre ce que pourrait faire un État et ce que pourraient faire des grandes entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'adaptation au territoire qui est beaucoup plus forte, d'adaptation aux acteurs locaux aussi. Peut-être qu'il y a déjà des acteurs dominants en termes de solutions énergétiques sur ces territoires. Et donc, les solutions énergétiques qui émergent sont différentes, bien sûr, de celles qu'on a quand c'est que des grandes entreprises qui ont un souci d'économie d'échelle, de performance économique, et quand c'est un État qui a un souci d'échelle de servir le plus grand nombre avec des solutions qui se répliquent. Voilà. Moi, je voudrais m'adresser à l'experte des business models. Si j'ai bien compris en introduction, il y a plusieurs types de business models. Et qu'est-ce qui différencie les grandes familles de business models? En effet, il y a plusieurs types de business models. Alors, quelle catégorie je pourrais donner? C'est une bonne question, ça. En fait, j'ai l'impression que ça dépend du secteur. J'en ai un préféré? De quel vous... Ah, d'accord. Ça veut dire quelles seraient les autres définitions du business model? Ah, il y a des définitions qui sont beaucoup plus conceptuelles, qui expliquent que c'est une façon de penser de l'entrepreneur. Donc là, à mettre en place, c'est quand même beaucoup plus compliqué, avec une certaine philosophie, une éthique des affaires, etc. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Il y a des définitions de business model qui sont moins complètes que celle-là. Ça veut dire qu'on va, par exemple, la question du qui, c'est assez récent qu'elle émerge, et parce qu'en fait, en général, les stratèges la laissent aux marketeurs. Et la question du qui, elle est clé. Ça veut dire que si Ryanair ne s'était pas posé la question d'aller chercher d'autres clients que les clients traditionnels du trafic aérien, jamais on aurait vu émerger ces nouveaux business models. Donc voilà, il y a des solutions qui sont... Il y a des définitions qui sont tronquées par rapport à ça. Et je pense qu'aussi, la question de la rémunération, donc du combien, dépendamment des business models, c'est aussi plus ou moins traité, aussi parce que dans certains secteurs, en fait, on ne s'est jamais vraiment posé la question, parce que traditionnellement, la rémunération se faisait d'une certaine façon. Par exemple, les business models traditionnels de l'énergie, il y avait, on payait un abonnement pour avoir accès à un réseau, et puis après, on payait en fonction de sa consommation, et on ne remettait pas ça en question. Mais s'il y a de nouveaux acteurs qui émergent, ces nouveaux acteurs, ils peuvent réinventer ça à partir du moment où il y a une dérégulation.
on parle des scénarios pour 2040. Ça veut dire quelque part qu'on ne peut pas aller plus vite ? Si, on peut aller plus vite. On a choisi cet horizon parce que c'est un horizon qui n'était pas traité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que typiquement, les objectifs, normalement, c'est 2030 qu'on se donne. Donc on s'est dit, on va prendre un horizon un peu différent pour apporter une lecture différente. Voilà. On peut dire par coquetterie, mais c'est pas vrai, parce qu'évidemment, ce qu'on trouve, ça peut être les 10 années après, qu'est-ce qui peut se passer ? Bonsoir et merci pour cette présentation. Moi, ma question porterait aussi sur les 4 scénarios. Vous avez dit 2040 et moi, c'est les liens entre les différents acteurs dominants. Est-ce que dans vos scénarios, vous avez tenu compte de certains liens entre ces acteurs ou c'était vraiment avec, par exemple, l'État prescripteur vraiment très très dominant dans ce scénario ? Voilà, c'est ma question. Quel est le lien entre ces différents acteurs ? Quand on a collecté les données, bien sûr, les liens entre les acteurs, ils étaient là. Ça veut dire que un projet comme la caserne de Bonn, d'abord, il y a un financement européen. Donc, on n'a pas parlé ici de l'Europe, mais c'est aussi un acteur qui, du coup, vient aussi avec ses requêtes. On a la collectivité qui est très forte, mais on a aussi des subventions d'État. Enfin, on est sur des montages un peu compliqués. Donc, dans la réalité du terrain, on a pris en compte tous ces liens, puisque, de facto, ils étaient là. Après, nous, dans l'écriture des scénarios, et ça, c'est parce que c'est un travail qui se veut... C'est pas un rapport d'étude, ça veut dire que c'est une réflexion de recherche. On a fait exprès d'exagérer la place de chaque acteur dominant quand on construisait un scénario. Donc on a fait comme si les grandes entreprises, par exemple, elles étaient méchantes. J'exagère un peu, mais ça veut dire qu'elles étaient très voraces, qu'elles voulaient absolument faire du profit économique, etc. Alors qu'en fait, on s'aperçoit souvent que le sens de la collectivité, de la communauté, etc., c'est là aussi. D'accord ? Donc du coup, quand on a construit les scénarios, on a exprès exagéré le trait de chacun des acteurs. Donc là, les liens sont peut-être moins forts, même si, comme on l'explique dans le film, là, et puis quand vous regarderez les autres films, vous le verrez, en fait, probablement, on arrivera à une solution, enfin, on sera dans une solution hybride. Donc finalement, le lien entre les acteurs, on en a bien conscience. J'ai donc une autre question par rapport à ce que vous venez de dire. Quelle proposition de valeur vous avez mis dans vos business models ? Quelle proposition de valeur majeure ? Parce que vous parlez de grandes entreprises voraces, par exemple. Là, j'imagine que ça serait économique. Tout à l'heure, vous avez aussi dit que vous aimeriez étudier d'autres propositions de valeur, comme peut-être sociales, environnementales. Donc, dans ces scénarios, quelles sont les propositions de valeur majeures que vous avez mis en avant ? Et donc, par rapport à ça, autre question. Quel serait l'acteur le plus armé pour faire face à la transition énergétique ? Merci. Alors, quelle proposition de valeur ? Nous, on a regardé des solutions énergétiques. Donc, ça peut prendre la forme de souvent des bâtiments, puisque c'était dans les acteurs qu'on a interrogés. On est sur les architectes, les bailleurs, les promoteurs, etc. Donc, on est sur des constructions, des morceaux d'écoquartiers. Donc, ça répond à votre première question. Et votre deuxième question, elle était sur les différentes... Quels acteurs seraient le plus armés ? Moi, j'ai envie de dire que des acteurs qui sont visionnaires, et c'est ce que je trouve... moi, j'étais assez impressionnée par la démarche du groupe Bouygues. Je les trouve très armés. Pourquoi ils sont armés ? Parce qu'ils n'y vont pas seuls. Justement, ça veut dire qu'au lieu de se poser la question, moi, il faut que je sorte un truc que ne font pas mes concurrents, je vais peut-être même aller chercher des concurrents et on va réfléchir ensemble et on va se partager les marchés. Et donc, j'ai l'impression que... on est dans une économie mondialisée où cette question de la transition énergétique, elle est plus ou moins rentrée dans les lois des différents pays, mais enfin, le réchauffement climatique, ça se pose pour tout le monde. Enfin, peut-être moins les Canadiens, mais globalement, voilà. C'est quand même drôlement intéressant de se poser la question d'y aller avec des grands groupes très forts, avec beaucoup de moyens, une R&D, et puis une réflexion stratégique de haut vol. Après, je pense que le consommateur-producteur, de plus en plus, il peut prendre du pouvoir et qu'il est aussi un acteur clé dans cette transition. Donc, dans les directives européennes, avec ce qui se passe aujourd'hui où on dérégule, et si les pouvoirs publics, là, ils ont un rôle à jouer, favorisent en fait le développement de l'énergie locale, c'est aussi un acteur qui peut avoir beaucoup de poids. Alors c'est marrant parce qu'on est vraiment sur les plus grands groupes et sur les acteurs les plus simples. Et voilà, donc
Est-ce qu'il y a un acteur qui va l'emporter? Non, on va être dans une hybridisation probablement. Voilà. Mais le consommateur peut avoir son mot à dire. Ça veut dire que si chacun décidait de produire sa propre électricité, ce qui me semble peu probable, parce qu'on pourrait tous être notre cordonnier, notre coiffeur et notre dentiste, quasiment, sauf qu'en fait, si on en est arrivé là, c'est peut-être pas un hasard. C'est-à-dire que quand même, l'idée de se spécialiser et d'avoir des compétences particulières et puis d'échanger les biens, c'est assez intéressant. Et peut-être qu'on n'est pas tous prêts à devenir des producteurs d'électricité. Donc, c'est peut-être une limite, en fait, au pouvoir du consommateur dans cette transition énergétique. Aujourd'hui, je ne produis pas, mais quand j'aurai un peu de capital à investir, c'est quelque chose que j'envisage. Et pourquoi pas m'engager dans des projets peut-être pilotes ou peut-être pas pilotes. On verra comment la situation évolue, mais justement de coopération sur un quartier, voilà, pour des échanges d'énergie, pourquoi pas entre utilisateurs d'un même quartier. Merci. Après, il peut y avoir des solutions très simples. Je pense à une solution de Schneider Electric parce que leur showroom, il est au bout de notre rue à Grenoble. La solution Bebop, peut-être que vous en avez entendu parler. En fait, eux, ils se sont dit, voilà, en termes de business model, parce qu'on les a formés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui a besoin d'électricité et on n'a pas pensé tellement à eux? C'est tous ceux qui n'ont pas l'électricité chez eux dès qu'il fait nuit et qui vivent dans des endroits où il y a plein de soleil. Donc, on va créer une solution qui ne doit pas coûter cher, donc la question du combien, pour ces individus-là, qui leur permettent de produire localement l'électricité. Donc ils ont fait un système Bebop, donc c'est un système très simple avec une la récupération de l'énergie solaire avec un photovoltaïque très performant. Et puis du coup, on engrange l'électricité la journée et le soir on peut s'en servir et ça coûte 30 €. D'accord ? Voilà, donc là on est sur un business model, on se pose la question du qui, de nouveaux consommateurs. Qu'est-ce qu'on fait comme proposition de valeur? Quelque chose de très simple qui sert la transition énergétique. Alors là, on n'est pas dans la problématique de réduire la consommation des gros consommateurs d'énergie parce qu'on a des supermarchés, etc. On est simplement dans la problématique il y a des individus qui n'ont pas accès à l'énergie et qui pourraient avoir un meilleur développement s'ils pouvaient lire le soir. Voilà. Et donc, comment est-ce que j'y vais? Je vais réfléchir, je vais utiliser ma R&D. Je vais aller chercher l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire à Chambéry, et puis je vais développer une solution assez simple. Il ne faut pas que ça coûte cher. Donc je vais être sur des matériaux très simples, un kit transportable, et puis voilà, je vais le vendre pas cher. Et puis peut-être que je me reposais la question du qui. Alors ok, ça intéresse le consommateur final, c'est peut-être quelqu'un qui vit en plein milieu d'un désert en Afrique, mais après, ça peut être intéresser des ONG, ça peut intéresser l'ONU, etc. Donc quand je pense à ma proposition de valeur, je vais penser à tout ça. Que pensez-vous du business model Canvas? Est-ce que vous l'avez utilisé? Question très intéressante parce que le business model Canvas, je ne sais pas si vous le pratiquez dans vos organisations, mais c'est aujourd'hui l'outil le plus utilisé en termes d'analyse des business models dans les entreprises. Donc il y a un bouquin qui est super bien fait, qui vous permet... alors cette fois-ci, le business model, il est en 9 morceaux, pas en 4 éléments. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a certaines subtilités qu'on n'arrive pas à capter, qu'on a ici. Peut-être parce que... Alors, on peut se dire, quand on détaille, normalement, on devrait voir plus les subtilités. Mais j'ai pas d'exemple en tête comme ça, mais on a... la question du qui, elle est peut-être moins travaillée que ce qu'on va avoir ici. Et c'est peut-être un peu enfermant, ça veut dire qu'on a à remplir ces 9 cases et du coup on perd un peu ce côté où on essaye de prendre la hauteur par rapport au business. Donc évidemment les chercheurs ils vont préférer 4 éléments que 9 éléments. Après dans l'entreprise c'est peut-être plus facile d'utiliser le canvas parce qu'on a plus de descriptions auxquelles se rattacher quand on essaye d'analyser son business model. Mais je pense que c'est complémentaire en fait. Mais ce qui est sûr c'est que nous, quand on va étudier des business models, on ne prend pas le canvas. Parce on risque de passer à côté de certains éléments. Mais commencer par le canvas, peut-être parce que c'est plus facile de l'appréhender, pourquoi pas. Dans ces tendances de valeurs que vous avez vues pour le créateur de valeur, est-ce que vous avez vu des tendances à venir pour les Smart Cities, pour les villes connectées? Ça veut dire des attentes des consommateurs pour les villes connectées? Tendance des propositions de valeur pour les Smart Cities, pour les villes connectées? Pas tellement, peut-être parce qu'on s'est arrêté à une ville connectée et qui est encore, qui reste un laboratoire d'innovation et que c'est peut-être pas encore l'explosion. Là, on est plutôt dans
on se concentre sur ce qui se passe sur cette ville-là et il y a peut-être moins de vision du fait que les gens l'ont encore peu utilisé. Donc c'est peut-être pour ça que j'aurais envie de dire que pas tellement. Mais après, ce serait sûrement intéressant de regarder les nouvelles Smart Cities qui se développent et là, on aurait peut-être plus de réponses par rapport à cette question-là. Vous avez des idées, vous, par rapport à ça? Non? Oui. Par rapport à vos scénarios, on a déjà pu voir des parutions d'autres scénarios, peut-être à une échelle plus macroscopique que celle des écoquartiers. Est-ce que vous avez mis en perspective justement vos études par rapport à notamment celui de l'ADEME, enfin ceux de l'ADEME? En fait, on a passé toute une journée ensemble à essayer de comparer nos scénarios et qui sont super complémentaires, comme on peut s'y attendre, parce qu'ils ont une vision très chiffrée. Eux, ils regardent des solutions énergétiques avec du chiffrage, etc., ce qui n'était pas ce qu'ils nous demandaient. Nous, on était plus dans la politique, la sociologie, la stratégie, ce qui sont des approches peut-être un peu différentes de ce qui se fait d'habitude. Donc oui, on a croisé nos résultats et eux, ils utilisent moins la caricature que nous, parce qu'ils sont plus dans le rapport d'études en fait que dans le travail académique. Mais à nouveau, j'ai envie de dire que c'est complémentaire, mais on a effectivement travaillé ensemble là-dessus. D'ailleurs à Valence, dans un endroit très agréable. Donc oui, nous avons bien travaillé là-dessus. Peut-être un nouveau scénario ADEME, ADEME très chiffré, études, et plus sociologique, comme le vôtre. Un nouveau scénario croisé, finalement. Il y a quand même pas mal de choses qui se recroisent, parce que eux, c'est cette idée de quel est l'acteur qui prend le pouvoir, elle est là aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est moins caricaturale, parce qu'ils sont déjà de l'hybridisation. Donc, mais oui, on pourrait faire ce jeu-là, mais voilà, on pourrait, effectivement. Ouais. Oui, moi j'ai eu la chance de lire le livre avant, donc je connais un petit peu les scénarios et ce qui m'intéresse, c'est plutôt les collectivités qui maintenant peuvent prendre un rôle beaucoup plus important dans la transition énergétique. Elles peuvent par exemple investir directement dans des projets de production d'énergie renouvelable sur leur territoire ou autour, via des SEM ou autres. Est-ce que justement vous avez vu des collectivités qui rentrent dans des logiques de business model ou c'est vraiment quelque chose qui est encore en dehors de leur champ de réflexion ? J'ai envie de dire que c'est plutôt votre deuxième suggestion. Déjà, le terme de business model, là, je le fais parce que j'ai l'impression que ça passe bien. Mais l'autre fois, au festival de géopolitique, j'ai parlé de tout ça. Il y avait un festival de géopolitique sur les villes à Grenoble, qui est le grand festival géopolitique français. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans un peu altermondialistes, alternatifs, etc., qui viennent. Le terme business model, on ne peut pas l'utiliser. Donc on peut imaginer du coup que pour certaines collectivités locales, on peut parler de modèle économique, mais alors à nouveau, on n'est pas dans les 4 éléments. La question du qui, bon d'abord c'est l'usager, mais se poser la question d'un peu plus fine, aller conquérir de nouveaux marchés, on n'est pas du tout là-dedans. Donc non, le business model comme tel, en fait, implicitement, ils utilisent l'outil. Mais de vraiment le conscientiser et puis d'essayer de remplir les boîtes là, des 4 éléments pour prendre un peu de recul, c'est pas quelque chose qui se fait pour l'instant. Mais peut-être que suite à la lecture de l'ouvrage, ça va les intéresser. Déjà, il y a eu la journée d'économie du partage il y a 15 jours à Gênes. Et j'ai présenté aussi les business models de l'économie du partage. Et en fait, ça les a choqués qu'on parle de business model dans le partage. Alors qu'il y a plein d'entreprises qui font du partage, mais de mettre le mot business, parce qu'il y a du partage lucratif et du partage non lucratif, mais il y a bien les deux. Et voilà, donc c'est pas, voilà, les concepts de la stratégie ne sont pas forcément adoptés par le public comme ça, sans se poser de questions. C'est aussi pour ça que je pense que c'est bien de parler de ces outils-là qui sont super utiles, qui correspondent bien à une rationalité, à une réalité, mais pas forcément acceptés par tout le monde si facilement. Moi, je voudrais juste faire un retour sur le qui, donc que tu remets souvent au cœur dans ce business model ou dans cette collectivité ou quoi, une collectivité se rend compte que finalement le qui derrière, il y a une vraie personne.
Et juste faire le parallèle avec d'autres conférences, j'ai la chance d'en faire quasiment une par mois, dans lequel on parle par exemple de tout ce qui est digitalisation, service. Et à chaque fois, on se rend compte que ce qui change depuis 10 ans, 15 ans, peut-être plus ou moins, parce que je n'ai pas cette vision que vous avez les chercheurs là-dessus, c'est on remet le à qui on sert plutôt de la question, on a un truc, à qui on va le vendre. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, il y avait des gens, ils imaginaient des produits, puis après, ils disaient aux marketeurs, trouvez-moi quelqu'un qui va l'acheter. Et on se rend compte, et là, c'est peut-être encore une des pierres de ce que tu dis ce soir, dire, est-ce que finalement, le qui, ça ne va pas devenir la seule question du business Je pense que les marketeurs seraient super contents d'entendre ça. Parce qu'évidemment, tant qu'on était sur des marchés assez fermés et qu'il y avait quelques acteurs, c'était pas trop compliqué de pousser ces produits, ce qu'on appelle le push. Quand on est dans une économie mondialisée, ou si demain je veux m'acheter une brosse à dents et que je ne veux pas seulement regarder le prix à Casino et à la pharmacie, mais je vais sur Internet et je vois si elle n'est pas moins chère en Chine et je peux me la faire expédier et je l'ai dans 3 jours chez moi, la question du qui, je suis forcée de me la poser. Ça veut dire que je ne peux pas rester sur... c'est sûr que... mais c'est pas parce que je fabrique du pain et que tout le monde a besoin de manger du pain autour de moi que je vais le vendre. D'accord ? Donc la question du qui, c'est pas seulement les consommateurs de pain, c'est en particulier ceux qui attendent quoi et qu'est-ce qu'il faut que je leur offre pour que ce soit ma baguette qu'ils choisissent plutôt qu'une autre. Et donc, bien sûr, la question du qui, elle se pose encore plus. Quand l'économie devient compétitive, elle se pose encore plus. Et là, la transition énergétique, ça l'aide, la dérégulation. Ça, c'est une conviction que j'ai. Puis il y en a qui peuvent la contredire. Mais aussi, elle fait venir de la compétition. Ça veut dire qu'il y avait un acteur qui vendait de l'électricité, il va y en avoir 50. Donc ces acteurs-là, il faut qu'ils soient clairs sur leur cible et que la proposition de valeur, elle soit alignée avec la cible. Et que ça corresponde au prix que la cible est prête à payer, etc. etc. Donc oui, c'est une question clé pour avoir un business model qui puisse perdurer sur le marché. Et il faut tout le temps se poser la question aussi de le faire évoluer. Donc oui, bien sûr. Et puis on parle aussi, on pourrait continuer là-dessus, on parle de positionnement. Ça veut dire, pour que notre proposition de valeur, elle fonctionne, il faut qu'elle soit comprise par ceux pour lesquels on l'a développée de façon claire par rapport à ce qu'offre la concurrence. Et ce positionnement, il est tout le temps mouvant, quoi. Donc il faut le défendre, il faut le retravailler, etc. Et le qui du business model nous aide à le faire, en fait.